Bien-aimés dans le Seigneur, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans la deuxième partie de l'émission Comment réussir ses études avec le Seigneur. J'ai le frère Jean-Baptiste avec moi, je vais poser certaines questions. Bonsoir frère Jean-Baptiste. Oui, bonsoir frère Junior. Vous avez l'air en forme là. Oui, parce que je suis bien enthousiasmé. Ou bien vous êtes rempli du Saint-Esprit. On y va, par la grâce de Dieu. Bon, la première question ici que j'aimerais poser, sur les difficultés que les élèves rencontrent aujourd'hui dans les études. La première question est de savoir qu'est-ce qui se passe lorsqu'un élève a des problèmes de mémoire, c'est-à-dire ça arrive à des élèves d'étudier des leçons. J'en ai rencontré plusieurs. Il peut étudier ces leçons toute la nuit, mais arrivé à le lendemain matin, il oublie tout ce qu'il a étudié devant la copie. Et lorsque ça vous arrive comme ça, dans les difficultés, vous êtes élève ou bien étudiant et vous apprenez les leçons, mais en son temps, vous avez des difficultés à mémoriser. Ou bien vous n'arrivez pas du tout. Déjà, on apprend, mais ça n'entre pas dans la tête. Les amis, ne dites pas que c'est le diable. Non. Ça peut être un souci. Ça peut être une maladie. Ça peut être la dépression. Ça peut être le stress. Vous voyez? La première chose que je vous conseille en tant qu'un élève, priez. Écoutez, dans le livre de Psaume ici, 37, la Bible dit, verset 3, confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Non, j'ai vu nombre des élèves qui, à cause des situations du genre, vont aller voir les charlatans. Ça a quoi à voir avec? Charlatan qui n'a jamais été à l'école. C'est bizarre. Donc, priez et demandez d'abord l'aide au Seigneur. Seigneur, c'est toi qui possèdes mon intuition, ma tête, tout ce que je suis. Aide-moi à mémoriser. Maintenant, je vous donne une solution très simple, 100% médicale. Les élèves, les étudiants, vous qui apprenez vos leçons tout le temps, vous êtes avec les cahiers, les documents, en train de, comment on appelle, de lire, de mémoriser, voilà. Vous devez chercher à boire de l'eau. L'eau, c'est le plus grand médicament. L'eau, c'est le plus grand médicament. Vous devez beaucoup boire de l'eau, ça rafraîchit la mémoire. Ça fait tellement de la sorte que la mémoire puisse vite garder les choses. En fait, toi, tu ne bois pas. Il y a même des élèves qui mangent, ils ne boivent pas de l'eau. Maintenant, quand tu commences par apprendre ça ne vient pas dans la tête, tu commences à dire que c'est la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est plutôt votre erreur d'abord. Donc, quand ça vous arrive comme ça, cherchez à vous approcher du Seigneur et mettez en ordre les règles de l'hygiène corporelle. Bien verser de l'eau fraîche sur la tête, aimer boire de l'eau, surtout l'eau. Normalement, quand la rentrée scolaire commence, les élèves ne doivent plus boire du jus. Arrêtez de boire du jus. Hein? Voilà, j'ai donné deux choses. Parole de Dieu et parole médicale. Ça peut aller. Deuxième question. Deuxième question, quel conseil pouvez-vous dans votre pays? Ah, c'est bon. On y va. Quel conseil pouvez-vous donner à un élève qui a tout le temps du retard au cours? Un élève qui a tout le temps du retard pour venir au cours, je le prie de mettre en œuvre ce qu'on avait dit. Avoir un emploi du temps pour la maison, au-delà de l'emploi du temps de l'école. Ça lui permettra de faire tout ce qu'il doit faire et de se mettre en ordre. Si c'est une faiblesse pour lui, il n'a qu'à demander lui-même au professeur de le punir. Quand on va beaucoup le punir, il va revenir en ordre. Une autre chose, il peut demander aussi l'aide à ses parents. Réveillez-moi s'il vous plaît, pardon. Réveillez-moi s'il vous plaît, aidez-moi à vite partir. Il n'a qu'à supplier ses parents, ça peut aller. Mais si ça devient trop son habitude, c'est que son avenir aussi aura des problèmes. Ça veut dire que demain, quand il sera quelqu'un, il va venir au boulot en retard. On va lui confier la direction, il va venir en retard. On va le chasser. Donc, les habitudes que vous avez quand vous êtes élève, sachez que ça détermine déjà qui vous serez. Voilà. J'ai répondu à la question, non? Oui, ça va. Voilà. La troisième question, c'est de savoir qu'est-ce qu'un élève peut faire s'il se trouve dans une situation où il a un professeur qui ne fait pas correctement son travail, c'est-à-dire qui enseigne mais avec colère, non avec amour, qui ne prend pas le temps de bien expliquer les cours. Si vous êtes élève et vous rencontrez un professeur qui ne fait pas son travail avec l'amour, je veux dire avec la motivation, voilà, et vous, des fois, ça ennuie des élèves qui ne comprennent même pas de cours, qui sortent avec une tête vide. La méthode la plus simple, le professeur au moins donne des cours, non? Concentrez-vous sur le cours.
Ne regarde pas ce qu'il fait. Lui, il a déjà son pain. Et le beurre, déjà dedans, il est en train de manger. Vous n'avez même pas encore le pain. Le beurre, n'en parlons pas. Donc, c'est vous, votre avenir qui est en jeu. Enfin, votre vie est en danger. Pour vous sauver, ne regardez pas tout ce que l'enseignant fait. Si vous avez des frères et des sœurs bien doués et qui ont de bonnes intentions, organisez un groupe d'études où vous pouvez venir pendant les heures libres pour vous rencontrer, maintenant partager entre vous. Ou dans la maison de quelqu'un, des frères, bien de l'élève, les parents seront contents de voir que non, les enfants sont en train de se soucier de leur avenir. Voilà. Ou vous concentrez-vous sur le cours que l'enseignant donne et cherchez à poser des questions. Si avec ce qui l'anime ne répond pas à votre question, laissez-le. Si le responsable de la classe peut s'approcher de l'administration ou bien s'approcher du professeur, parfois les enseignants aussi ont des soucis. Et ça arrive à cause de ces choses-là, ils n'arrivent pas à bien dispenser des cours. C'est différent des enseignants qui ne sont pas enseignants, on les a juste trouvé de boulot, ils sont venus remplir des formalités. Donc, voilà ce que vous pouvez déjà faire. Dans certains moments, il faut aussi prier, demander, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Des fois, les situations du genre sont aussi là pour participer à votre formation. Merci. La 4e question serait de savoir quels conseils pouvez-vous donner à des jeunes élèves, garçons comme filles, qui ont pour habitude de tisser des liens de copinage à l'école? Voilà une question très intéressante. Et le copinage à l'école, vous devez savoir que ça participe à votre échec. Ok, en fait, tu es élève, tu as un copain, tu as une copine. On ne t'a pas envoyé à l'école pour devenir prostituée. On t'a envoyé à l'école pour préparer ton avenir. Mais quand tu laisses l'objectif et tu défends une autre chose, mais tu es venu à la formation de copinage, imagine, toi-même, regarde ta vie, tu veux devenir quoi demain? Tu es copain de quelqu'un, copine de quelqu'un. Voilà pourquoi la grande majorité aujourd'hui ne peut pas se marier. Ils ont toujours des copains jusqu'à avoir 50 ans. Mon copain, ma copine. Oh Seigneur. Même à 60 ans, tu as mon copain, ma copine. C'est la formation qu'il a reçue à l'école. Oui. Bien, donc, je vous conseille, chers frères et sœurs, l'école n'est pas un lieu de copinage. C'est les Blancs qui ont cette habitude-là. Vous devez savoir que la grande partie de ceux qui viennent de chez des Blancs ne sont pas bibliques. Donc, le copinage à l'école ne participe pas à votre succès, mais ça détruit votre avenir. Tellement tu penses à la fille que tu n'as pas le temps d'apprendre les leçons. Oui. Tu passes le temps la nuit à lui écrire jusqu'au matin. Oui. Ah! Et tu viens à mon cours, moi mon cours. Quand je viens en même temps, je regarde les visages. Ma tête me dit, les enfants n'ont pas appris les leçons. Je dis, prenez une feuille, interrogation. Je vous mets à côté. Donc voilà, donc, casser ces relations. Vous avez tout le temps. Moi, je n'ai pas fait de copinage quand je suis à l'école. Je suis en ligne. Ceux qui me connaissent, me connaissent. Je n'ai pas fait de copinage. Je peux chercher des querelles, faire des blagues en classe, on rit, j'ai ça là au moins. Mais avoir de copains ou bien de copines, toutes vos choses, de petits amis, grands amis, moyens amis, je n'en ai pas. Jusqu'au campus, j'ai fait combien d'années au campus? Je n'en ai pas. Vous aurez tout le temps. Quand vous serez en formation, vous allez rencontrer des gens et vous allez vouloir choisir, même vous allez voir que mais lui ne me mérite pas, moi j'ai beaucoup étudié, toi là tu n'as pas mon niveau. Voilà, quand on apprend bien, on a toujours des bouches. Voilà, et quand vous avez encore votre travail et vous commencez pas à chercher de l'argent, vous allez perdre le goût d'abord de copinage quoi. Vous allez voir que vous avez encore beaucoup d'opportunités pour profiter. Donc copinage en classe, à l'école, ce n'est pas normal. Évitez. Et si vous êtes déjà dedans, appelez la personne, dites-lui, mon ami, laisse-moi continuer les études. Quand on va terminer, on va se voir, après on va parler. S'il veut attendre, il n'a qu'à attendre. S'il n'a pas, il ne veut pas, il n'a qu'à partir. Il n'est pas ton destin. Vous devez savoir ça. Voilà. Donc, même la Bible avait dit, ce qu'on avait lu dans l'autre émission, dans le livre de Proverbes chapitre 1, verset 10, dit, si les pécheurs veulent te séduire, parce que la fille va venir, va dire, regarde comment je suis belle pour toi. Hein? Je suis ta petite amie. Hein? On va apprendre ensemble, travailler ensemble. Qu'elle apprend ensemble. Attention. Hein? Le garçon va venir. J'ai des élèves. Moi, j'ai des élèves. 6e, 5e, 4e, 3e, jusqu'en terminale. Les élèves là, chacun a son copain, copine en classe. Et les gens là s'embrassent devant moi. Mais ça envoie crainte. Ils se caressent devant l'enseignant.
Nous sommes au 21e siècle, c'est gâté. S'il vous plaît, si vous êtes un élève, soyez conscient de votre avenir. Ce que vous allez faire, le mariage, ce n'est pas quand on se marie. On se marie dès qu'on est autonome, on se sent fier de le faire. Et personne ne va vous condamner, vous aurez votre choix. Donc, je vous prie, s'il vous plaît, ne vous laissez pas être envahi par ces jeux de copinage. Voilà. Merci, Jean-Baptiste. J'aimerais poser une autre question. Oui. Comment pouvez-vous motiver un élève en tant que professeur qui se dit en lui-même qu'il a déjà échoué son année scolaire à cause de ses moyennes de classe? Voilà. Si vous êtes élève, s'il vous plaît, dès le début de l'année d'abord, suivez ce que nous sommes en train de dire. Mettez-vous au sérieux. Soyez objectif. Ne laissez aucun cours, aucune leçon dans votre cahier que vous ne revisez avant de partir en classe. Ça là, c'est mon totem. C'est un principe que je respecte beaucoup. Même si je ne révise pas, sur le chemin de l'école, vous allez me voir comme ça, avec mon cahier, en train de lire. Parce que on ne sait jamais, hein, il y aura peut-être une surprise arrivée là-bas. Donc, ne laissez aucune leçon dans votre cahier que vous ne revisiez avant d'aller au cours. Là, c'est pas bon. Moi, je vois même des élèves, première leçon, deuxième leçon, troisième leçon, quatrième leçon, cinquième leçon, dans le même cahier, sans apprendre, sans réviser, sans même... Mais ça, vous créez déjà votre échec. Maintenant, quand vous faites des efforts, mais après vous vous sentez découragé parce que vous avez de mauvaises notes, il y a une chose que je vous rappelle. Le découragement n'est pas au programme. Quand on était à l'école, c'est ça on disait. Quand il y a quelque chose qui se passe, on te dit, mon ami, le découragement n'est pas au programme. Jusqu'à maintenant, quand on se parle, on se rappelle de ça, on dit, ah, le découragement n'est pas au programme. Il ne faut jamais se décourager. Il faut continuer d'avoir espoir. Et plus, moi je vois, quand je suis en train de tomber, je vois que je tends vers l'échec. J'ai toujours cette tête dans ma tête. Et quand ça se passe comme ça, je vous conseille de vous concentrer maintenant. Si vous sentez déjà l'échec, ça veut dire que vous avez la réussite. C'est parce que vous n'avez pas vite compris que vous sentez l'échec. Et si vous pouvez vous relever, approchez des camarades qui sont top dans le domaine. Même s'il est un sorcier, approche-toi de lui. Tu as besoin de sa notion et de sa sorcellerie. Même s'il est un panier, il peut y avoir des 2 tonnes ici. Mon ami, approche-toi de lui. Hein? Moi, quand j'étais à l'école, les amis venaient chez moi. On dit, hey, Jean-Baptiste, hein? On me paye le riz, je mange bien. Ah, mais l'oublié mérite son salaire, non? Je mange bien. Et quand je m'ai dit, bon, mathématiques là, non, français là, surtout français, j'étais un intellectuel bien bon, hein? Et je t'explique bien. Hein, tu payes la lâche, on est en train de manger, je profite, je t'explique bien, ça marche bien. Après, tu viens encore à la maison, on mange ensemble, on parle. Et moi, je profite en même temps, je te mets Jésus dedans. Voilà, donc, même dans votre faiblesse, vous avez quelque chose que la personne a besoin de ça. Approchez-vous de lui, partagez ce qu'il a. Et vous aussi, vous lui partagez ce que vous avez. Donc, si vous approchez-vous, il y a des gens qui sont toujours premiers, ils sont toujours top en mathématiques, top en physique, top en FDT. Approche-toi de lui. Devenez des amis et cherche à prendre ce qu'il a. Ne te laisse pas être touché par une autre chose qui va détruire ta vie. Donc, c'est ce que je peux vous conseiller. Et dans d'autres cas, si vos parents ont des moyens pour vous prendre des répétiteurs, approchez-vous des parents. Approchez-vous aussi des professeurs que vous voyez qu'ils sont collaboratifs. Il y a certains enseignants comme moi. Hein? Quand tu le vois, tu as envie de lui raconter toute ta vie parce que tu sens qu'il a la solution avec lui. Donc, après, je dis, monsieur, vraiment, cette matière, ça me dérange. Il va t'orienter. S'il y a un enseignant qui est là pour ton éducation. Donc, voilà. Merci encore. Merci. Prochaine question, j'aimerais savoir comment un élève chrétien peut vivre ou peut se comporter au milieu de ses camarades païens. Doit-il collaborer avec eux? Voilà. Je vois. Un chrétien, un jeune chrétien élève, comment doit-il se comporter avec ses camarades païens? Est-ce qu'il faut collaborer avec eux? Oui, s'il y a possibilité, mais pas tous les chrétiens. Pas tous les chrétiens. Je dis pas tous les chrétiens, pas tous les élèves. Il y a certains élèves, vous ne pouvez pas vous approcher depuis que vous voulez collaborer avec eux. Si votre foi n'est pas solide, il peut vous contaminer. Donc, c'est à vous de voir. Si la foi de l'élève est tellement solide pour collaborer, il peut le faire. Mais dans le cas contraire, s'il se sent bizarre avec cette personne, il n'a qu'à fuir pour préserver son cœur. La Bible dit,
Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Bien, donc c'est ce que vous pouvez faire. Dans l'autre cas, vous pouvez avoir des traités d'évangélisation, vous distribuez à vos camarades, vous vous asseyez quand il y a l'heure libre, vous échangez sur la parole de Dieu. Ça peut impacter votre classe et toute votre école. C'est ce que je peux dire. Merci encore. J'aimerais savoir aussi comment un élève peut-il gérer ses problèmes familiaux sans affecter ses études. Comment un élève, il peut gérer ses problèmes familiaux sans affecter ses études. C'est-à-dire qu'il y a des élèves qui ont des soucis chez eux à la maison, arrivés à l'école, il est embrouillé, il ne fait que penser à ce qui s'est passé hier, comment les parents... Ok, je vois. Les situations de gestion arrivent forcément. L'élève doit savoir que ce n'est pas à lui seul que ça arrive. De nombreux élèves sont comme ça. Ils sont en train de subir ça. Mais quand tu les vois en classe en train de jouer, de rire, tu ne veux pas savoir qu'ils subissent le pire à la maison. Maintenant, voici ce que je vous conseille. Si vous êtes dans cette situation et vous voyez que ça impacte négativement votre éducation, vous devez savoir que les problèmes de vos parents ne sont pas vos problèmes. Moi, je le dis toujours. La souffrance de mes parents ne sont pas mes souffrances. Eux, ils sont déjà parents. C'est vrai, je suis dans la famille. Mais moi, j'ai encore un avenir que je prépare. Donc, il va falloir que je préserve mon cœur de cela. Sinon, ça peut gangréner. En fait, ça peut blesser mon avenir. Et l'argent qu'on est en train d'investir, tout va passer à côté. Donc, il va falloir que l'élève puisse savoir que ça, c'est pour les parents. Même si on te menace à la maison, mais ça doit arriver. Tout ça participe à votre formation. Si vous ne passez pas par cela, vous ne pouvez pas réussir. Joseph a été menacé. Il a passé le pire. Le pire, tellement pire. Isaac aussi. Qu'est-ce qui s'est passé? Isaac, il creusait de bruit. On fermait ça. Il creusait. Tout cela participait à sa formation. C'est ce qui fait que vous réussissez bien. La grande partie des élèves qui ne sont pas passés par des souffrances ne réussissent pas bien. Ils réussissent à demi. C'est pourquoi moi, quand je vois un élève, là où il est, tout va bien, il mange bien, il a de l'argent, il s'habille bien. Je cherche à le faire souffrir un peu pour lui montrer la vie. C'est la seule chose que je peux lui faire pour lui sauver la vie. Sinon, s'il grandit comme ça, c'est qu'il n'y a pas de l'espérance. Donc, les élèves, laissez tout cela. Arrivez à l'école, sachez que vous êtes dans un autre environnement. Habituez-vous à cela. Quand vous retournez à la maison, il n'y a pas de souci. Vous vous habituez à cela. C'est ce que je peux dire par rapport à cette situation. D'accord, merci encore. Comme dernière question, j'aimerais savoir, que pensez-vous des élèves? Parce que la majorité d'élèves, ils vont à l'école sans savoir même ce qu'ils vont chercher là-bas. Peut-être parce qu'ils sont envoyés de force par les parents ou bien parce qu'ils suivent. Il y a mon frère qui apprend, donc je dois apprendre. Et cela fait que nombreux parmi eux, ils ne savent même pas quel métier ils doivent faire dans leur vie. Que pensez-vous de ce genre de personnes? Parce que ça arrive qu'ils vont à l'école, les parents achètent tout, mais arrivé là-bas, vous allez demander à un élève qui est peut-être en classe de terminale, que voulez-vous faire dans votre vie? Il va dire, je ne connais pas. Il va dire, je ne connais pas. Il va dire, c'est arrivé là-bas que je vais réfléchir. Vous voyez, non? Quand on emprunte un chemin et on ne connaît pas pourquoi on l'a emprunté. On ne connaît même pas là où on va. C'est comme ça. On a l'habitude de dire, si je ne connais pas là où je vais, je connais au moins d'où je viens. Je ne peux pas perdre 2 destinations à la fois. En fait, je ne peux pas perdre deux places à la fois. Mon origine et mon avenir. Non. Si tu viens de la famille de pauvres, tu dois savoir que tu vas tout faire pour devenir quelqu'un de meilleur pour sauver ta famille. Si tu viens de famille de riches, c'est que tu es venu pour la délinquance. Bien. Donc, pour ces élèves qui sont en train de partir à l'école, mais qui ne reconnaissent pas ce qu'ils vont devenir, s'il vous plaît, moi, depuis que j'étais au primaire, je sentais l'envie de devenir un... En fait, j'ai l'habitude de devenir un enseignant. Je le vois en moi. Quand j'étais en 6e, le directeur de mon école, je vais dire, bon, il demande à tous les élèves de 6e, faites des bouts de papier et écrivez vos carrières en visage. Je n'ai pas oublié dans ma vie. J'ai écrit enseignant. Je ne sais même pas ce qu'on appelle enseignant. En fait, je ne comprends même pas vite. Et j'ai mis enseignant. Quand le temps continue, je commence maintenant par découvrir les bonnes choses de la vie.
avec la lecture, avec les recherches. Je sens le goût de devenir avocat, juge, ceci, c'est là, ceci, c'est là. Mais vous savez, il faut suivre la voie de Dieu. J'ai oublié que derrière ça, non seulement je veux être enseignant, mais Dieu a fait de moi un enseignant de sa parole. Donc, c'est pourquoi l'enseignement pour moi, ce n'est pas un métier. Je continue de le dire. L'enseignement pour moi, c'est un art que je peux facilement le faire. Facilement, je le fais et je sors tranquillement. Voilà. Donc, pour connaître vous aussi, ce que vous voulez devenir, il va falloir que vous puissiez chaque fois prier à Dieu. Si vous partez choisir des filières ou des séries sans consulter Dieu, vous allez lire l'heure demain. Je vous préviens. Tu veux faire ça, tu n'as pas demandé à Dieu. Ou bien tu n'as pas demandé à ton leader pour qu'il puisse t'orienter. Et tu fais ça mal. Demain, là, tu vas devenir diplômé sans emploi. Bachelier sans emploi. Oh, tu as quel diplôme? DTI sans emploi. BTS sans emploi. Licence sans emploi. Master sans emploi. CAP sans emploi. Doctorat sans emploi. Donc, si vous êtes à l'école et vous ne connaissez pas ce que vous devez devenir, je vais vous donner 3 méthodes pour savoir ce que vous voulez devenir. C'est simple. Regardez dans votre habitude ce qui est conforme avec votre vie. Il y a certains, quand vous les voyez debout, ils ont l'air d'être un infirmier. Leur façon de faire, ça révèle cela. Il y a certains, si vous voyez les habitudes, ils ont l'air d'être un ingénieur, agronome, ingénieur mécanique, ingénieur électricité. En fait, si vous regardez votre vie, vous saurez qui vous. Il y a certains qui ressemblent à un homme d'affaires. Tu penses que tu es un homme d'affaires? Voilà. Donc, bon, il y a certains, quand vous les voyez, ils sont de purs enseignants. Bien. Donc, vous pouvez, c'est la première méthode. Deuxième méthode, vous devez consulter Dieu. Vous priez, vous demandez, Seigneur, que veux-tu que je devienne? Et vous écoutez ce que vos parents diront. Surtout ce que votre leader dans la foi, dont vous êtes sûr qu'il peut vous conduire dans la foi. La troisième méthode, c'est de prendre le temps de beaucoup réfléchir et de voir ce que vous êtes capable de faire. Ce que vous êtes capable de faire. Voilà. C'est fini. Oui. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. S'il y a encore d'autres choses, n'oubliez pas, n'hésitez pas à nous faire venir cela pour que nous puissions vous apporter des éclaircissements. Au revoir.